à toutes, bonjour à tous. Donc, je vous propose de faire un petit tour d'horizon de nos principaux investissements qui adressent, donc, comme l'a dit Monsieur le Président, le premier paquet de cibles, ceux de la performance de notre système d'assainissement et la performance environnementale. Donc c'est un volume financier de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros d'abord pour améliorer et consolider la performance de notre système d'assainissement, cela a été dit, en termes de collecte de notre système, en termes d'élimination de l'azote et du phosphore, ce qu'on appelle les macropolluants, en termes d'efficience énergétique, il faut encore pousser l'autosuffisance, et on en reparlera certainement, mais également donc ouvrir je dirais le champ du micropolluant aujourd'hui que l'on ne traite pas sur nos usines et que demain il nous faudra traiter. 2 milliards d'euros aussi pour améliorer la performance environnementale, pour consolider le bon état de nos masses d'eau en Ile-de-France, mais aussi adresser des enjeux environnementaux que sont la limitation de l'empreinte carbone et de la promotion de la biodiversité. Alors, pour être un peu concret, je vous propose de passer les différentes cibles et de brosser quelques opérations emblématiques et structurantes de notre plan d'investissement. Alors, s'agissant de la DRU Collecte, l'objectif, vous l'avez bien compris, c'est d'améliorer encore le taux de collecte de notre système, même si, Monsieur le Préfet l'a indiqué, nous sommes aujourd'hui conformes en taux de collecte. Néanmoins, on va investir plus de 650 millions d'euros pour sécuriser encore le fonctionnement de notre système d'assainissement, notamment par temps de pluie, et augmenter encore la capacité de rétention de ce système. Et comme opération structurante, nous avons bien sûr la construction du collecteur du tunnel réservoir VL8 et la construction du bassin de stockage de Clichy. Et Monsieur le Préfet l'a indiqué, nous avons également à l'étude un bassin complémentaire de la Briche qui est au stade des études de cadrage. Si on regarde maintenant rapidement la cible des rues macropolluants, vous l'avez compris, il va nous falloir encore augmenter l'efficacité de nos filières vis-à-vis de l'azote et du phosphore. Donc aujourd'hui, on a fléché plus de 400 millions d'euros pour le faire. Gardons à l'esprit quand même que 10% de plus de performance en Ile-de-France, ce n'est pas simple du tout, puisque aujourd'hui nous avons un dimensionnement qui est calé par rapport aux objectifs de la DRU1, c'est-à-dire on est sur un dimensionnement de 70% d'abattement de l'azote, eh bien, il va falloir augmenter tout cela. Alors, comme opération structurante, nous avons bien sûr la nouvelle décantation primaire qui a été mise en œuvre récemment, le chantier de la clarifloculation sur l'usine Seine-Aval qui est en cours, et nous avons des chantiers à l'étude, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le plan NGL, qui vise à étudier les options à mettre en œuvre sur Seine-Aval pour renforcer encore le traitement de l'azote sur cette usine. Et à ce stade, ce sont plus de 120 millions d'euros qui sont fléchés. Le micropolluant, on en a parlé, j'irai vite, c'est un enjeu très fort, 6 usines à équiper. Aujourd'hui, le volume financier est très faible et il concerne essentiellement l'argent que nous avons injecté pour désinfecter nos eaux à l'amont de la zone agglomérée parisienne. Et aujourd'hui, on étudie la chose, donc on a, j'irai de manière privilégiée, étudié le cas de Seine-Centre. On bénéficie de beaucoup de recul sur ces technos, puisqu'on a eu un large programme de recherche depuis plus de 15 ans qui nous permet d'avoir les idées claires. Néanmoins, c'est un véritable défi, un défi financier, un défi technique et également qui va poser la question des mécanismes de financement. Mais tout cela, on en parlera durant les tables rondes. Des objectifs en termes d'énergie et de carbone. Plus de performance, c'est aussi plus d'empreintes énergétiques et plus d'empreintes environnementales. Ne nous leurrons pas. Voilà, il faut Et ça veut dire que si on veut et on doit faire converger les objectifs de performance et de limitation de notre empreinte, la clé, c'est l'optimisation. Donc il faut qu'on optimise nos filières. Le projet de réhabilitation de l'unité de déshydratation des boues de Seine-Aval, c'est un bel exemple. En réhabilitant, on va rendre cet atelier beaucoup moins gourmand et on va libérer des volumes de biogaz très importants pour pousser encore l'autosuffisance. S'agissant du carbone, c'est un petit peu différent. On est moins dans la construction d'ouvrages que dans l'évolution des pratiques et des modes d'exploitation. Et un exemple pour ce faire, aujourd'hui on est en train de déployer sur nos usines des solutions numériques de manière à pouvoir exploiter différemment nos traitements biologiques et ainsi limiter les émissions de protoxyde d'azote qui, à lui seul, représente 40% de notre empreinte carbone. Et enfin, et pour finir, les objectifs de performance environnementale, l'objectif c'est de préserver évidemment la qualité de nos rivières et de promouvoir la biodiversité. 43 millions d'euros fléchés. Alors pourquoi 43 millions? Déjà parce que cela a été dit,
Beaucoup d'investissements faits par le passé ont largement contribué à améliorer la qualité de nos rivières, mais également parce que certains évidemment, investissements fléchés et je dirais cochés des RU2 vont évidemment participer à l'atteinte de cet objectif. Et parmi les principales opérations structurantes, on retrouve là encore des actions de modification de nos modes de fonctionnement. C'est important, notamment pour régler le problème du nitrite. On est en train de repenser notre manière d'exploiter pour limiter l'injection de nitrite dans le bassin versant Seine-Normandie. Et on trouve aussi des opérations d'ingénierie écologique, d'aménagement écologique, parce qu'on parle beaucoup de qualité. Et n'oublions pas quand même que si on veut poursuivre la trajectoire d'amélioration de la biodiversité, il faut aussi activer le levier ingénierie écologique. Donc voilà, je ne serai pas plus long. Je vous ai donné une vision d'ensemble de notre PPI. Et bien sûr, vous l'aurez compris, qui n'est absolument pas exhaustive, mais je vous laisse la parole. Merci Vincent Rocher. On vous retrouve tout à l'heure. Alors, on vient de le voir, les sujets à traiter sont nombreux dans ce PPI. Il y a évidemment des priorités, mais on a bien compris qu'on a des nouvelles règles du jeu qui sont celles de la DRU2 qu'il va falloir respecter, appliquer, transposer avant cela, bien sûr. Et ma première question sera pour vous, François-Marie Didier. C'est avec ces règles du jeu-là, finalement, qu'il va falloir imaginer ces futurs investissements. Vous êtes à la tête du SIAP depuis 2021. Jusqu'ici, les investissements programmés permettaient de répondre à l'ancienne réglementation, celle de 1991. Je crois que vous aviez déboursé 6 milliards d'euros en matière d'environnement. Est-ce que vous avez, alors on a parlé de la baignade, mais est-ce que vous avez mesuré les effets de ces investissements-là? Alors, merci pour votre question. Elle me permet déjà de rendre hommage à mes prédécesseurs au SIAP, qui ont fait les bons choix il y a 30 ans. Effectivement, c'est 6 milliards d'euros qui ont été investis. On parle de la directive 4 sur l'eau, c'est la première grande directive. Elle date de 1991. C'est donc une législation assez récente. Et c'est vrai qu'en Ile-de-France, grâce au SIAP, qui a été créé il y a 50 ans, comme vous le savez, enfin tous dans la salle en tout cas, des efforts colossaux ont été mis en œuvre pour se mettre en conformité avec la réglementation, faire que nos usines soient conformes. Et le préfet de région l'a rappelé, elles le sont aujourd'hui. C'est grâce à tout ce travail qui a pu être réalisé depuis 30 ans. 6 milliards, 10 milliards sur les 10 dernières années, 6 milliards depuis 30 ans, effectivement. Et les effets, oui, on les mesure dans le fait que nos usines sont quand même les plus performantes. On a les 2 plus grandes usines d'Europe, à Seine-Aval et Seine-Valenton, donc les Yvelines et le Val-de-Marne. Les efforts, on les a vus encore cet été ou au moment des JO, avec une qualité de l'eau qui a été renforcée, aussi une biodiversité qui est réapparue dans nos fleuves et autour de nos fleuves, parce que j'aime bien prendre ce chiffre, c'est un chiffre marquant du nombre de poissons dans la Seine et dans la Marne, mais ça a été multiplié par 10, il n'y en avait quasiment plus il y a 50 ans. Et donc tous ces efforts, voilà, ça a été l'enjeu environnemental de la rivière. Voilà, donc on y est arrivé. Moi, je le redis, ça me permet de rendre hommage à l'action du SIAP qui est continue depuis 50 ans et qui continuera les 50 prochaines années, je le sais bien. C'est pas que je l'espère, c'est que je le sais. Donc, quand on met de l'argent, effectivement, ça fonctionne et on en voit les effets. Ces chantiers, et je vais vous demander peut-être à tous de prendre chacun un micro. Ces chantiers, c'est en partie, et vous l'avez souligné tout à l'heure, l'Agence de l'eau qui les a subventionnés. Il y a en l'état, Sandrine Rocard, des enseignements qui peuvent être utiles à tirer justement de la mise en œuvre de la fameuse DRU1 pour anticiper justement celle de la DRU2. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, effectivement, peut-être 2 mots pour caractériser un petit peu le bassin au regard de ces problématiques d'assainissement, parce que ça permettra de comprendre l'importance des investissements qu'il y a eu au titre de la DRU1 et qu'on a devant nous au titre de la DRU2. C'est un bassin qui est très urbanisé, industrialisé également, avec des industries qui se raccordent sur le système d'assainissement des collectivités, en partie, avec des cours d'eau qui ont plutôt des débits assez faibles en relatif. Donc, un grand enjeu de pression démographique, de pression des rejets des stations d'épuration sur nos cours d'eau. Et donc,
historiquement, l'assainissement a toujours eu une place très importante au sein du bassin, avec des investissements lourds qui se sont faits, au titre de la DRU1 notamment. Alors, on peut se dire, essayons effectivement de tirer les leçons du passé, bien que DRU1 et DRU2 se présentent assez différemment. C'est-à-dire qu'au moment de la DRU1, il s'agissait vraiment de mettre en place des systèmes d'assainissement, de créer des systèmes d'assainissement, et puis d'améliorer ce qui était en place pour les plus grosses agglomérations. Là, avec la DRU2, on a une marge supplémentaire, mais les investissements de création de systèmes d'assainissement ne sont pas devant nous. Par contre, il va falloir moderniser lourdement les stations pour prendre en compte les traitements plus poussés sur l'azote, le phosphore, les micropolluants, la gestion du temps de pluie aussi, etc. Mais quand même, cette marge supplémentaire, elle donnera lieu sans doute à des investissements de même ordre de grandeur que ce qu'on a connu sur la DRU1. Et donc effectivement, on peut, sur le bassin Seine-Normandie, dans son ensemble, on a fait une étude assez précise des investissements nécessaires pour atteindre la conformité au titre de la DRU1, et on arrive à 10 milliards d'euros d'investissement sur plus de 20 ans. Initialement, ça devait être 20 ans. En fait, on se rend compte que même dans notre dernier programme, il y avait encore 1 milliard d'euros de travaux financés par l'agence pour les derniers ajustements pour se mettre en conformité par rapport à la DRU. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que le chemin sera très long. Voilà, au moins 20 ans. Et la place du SIAP dans tout ça, alors le préfet l'a dit, il représente 10% de la capacité épuratoire totale au niveau national. Pour le bassin, c'est 50%. Donc c'est aussi 50% de nos aides. Donc voilà, donc quelque chose de complètement dimensionnant pour l'accompagnement de l'Agence de l'eau. Je voudrais vous donner la parole, Valérie Belrose, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a vu le montant global de l'enveloppe, les fameux 4 milliards et plus, dont 2 spécifiquement dédiés à la performance épuratoire et environnementale. Vous êtes, alors si je simplifie un peu la police de l'eau, on va le dire comme ça, puisque vous regardez de près ce que fait le SIAP, vous analysez ses performances, n'est-ce pas? Vous me confirmez? Il y a en la matière, et l'exemple des JO est peut-être celui qui parle à tout le monde, clairement un progrès, et c'est peut-être ce fil-là qu'il faut continuer à tirer. Oui. Alors le SIAP, le préfet l'a dit et on le reconnaît, la contribution des usines du SIAP à la réussite des JO et des baignades en héritage qui sont pérennes, parce qu'il y avait 2024, mais il y a eu 2025 et toutes les années suivantes. Les collectivités sont très motivées pour permettre aux Franciliens de se baigner, donc ça c'est une grande réussite. Et ça c'est la partie visible de l'iceberg. Voilà, c'est la partie visible. L'amélioration du milieu permet aux gens de se baigner, mais l'amélioration du milieu est un objectif en soi, porté par la directive 4 sur l'eau, que l'administration porte là où les gens ont envie de se baigner, mais aussi ailleurs. Pas que aux endroits des baignades. Et donc on a eu des gros progrès, notamment sur toute la partie vraiment amont et centrale de l'agglomération parisienne. Il reste aujourd'hui des points de fragilité qui se ressentent surtout à l'aval de l'agglomération. On l'a dit tout à l'heure, alors toutes les usines cette année sont en conformité, mais il faut avoir conscience que l'usine d'Achères, elle rejette des gros volumes proportionnellement à la capacité du milieu récepteur. Le débit de la Seine à cet endroit-là, il est ce qu'il est, il est soutenu par les Grands Lacs, mais il n'est pas non plus énorme. Et donc, il y a un enjeu à... quand on est en temps sec, tout se passe très bien. Par contre, dans certains... Soit quand on a des incidents ou des chômages, soit quand on est en temps de pluie, on peut avoir un impact sur le milieu récepteur avec des déficits d'oxygénation pour les poissons. Il y a encore des performances à améliorer pour que, dans la durée, les masses d'eau à l'aval, que les Normands, ils ont le droit d'avoir une Seine qui arrive chez eux, qui a tout à fait une qualité aussi bien que les Parisiens quand ils se baignent dans les sites parisiens ou en Val-de-Marne. Voilà. Thierry Burlot, je voudrais que vous preniez votre micro parce que c'est vrai que les exigences de la DRU1 ont permis une amélioration clairement de la qualité de l'eau et on le voit, on vient d'en parler. On a commencé à parler des points qui fâchent ou qui en tout cas restent à améliorer. Il y a néanmoins des choses qui sont plutôt positives. Je pense aux mesures sur le phosphore, le nitrate. Il y a eu des évolutions. Ah oui, clairement. D'abord, merci, Monsieur le Président, de m'avoir convié à vos travaux. Alors moi, je suis du bassin Loire-Bretagne, donc un bassin plus rural, plus agricole. Et c'est vrai que je suis très impressionné par les chiffres que j'entends là ce matin. Je vous vois noter depuis tout à l'heure, avec beaucoup d'intérêt. Non, mais ça donne aussi la vraie dimension au sujet qui nous est posé. C'est-à-dire ce que vous vivez aujourd'hui, on le vivra demain, évidemment. Moi, ce que je constate, d'abord, il y a une vraie volonté politique. Il y a une histoire, ça a été dit, 50 ans de coopération, de mutualisation.
Et ça paraît rien, mais ça permet d'aller plus vite et plus loin, ensemble. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, mais c'est important de le redire. Les choix techniques, on sait faire. Tout ce qui a été annoncé ce matin par Monsieur le Directeur, on sait faire. On sait faire cette transition environnementale. Et ça, c'est quand même très, très rassurant, on va dire. Bon, maintenant, on voit la montagne d'investissement qui nous est posée. Alors moi, je pense qu'il va falloir aussi qu'on soit réaliste et qu'on soit capable aussi de prioriser en fonction des objectifs qu'on se donne et de l'amélioration qui est attendue. Moi, si je vous parle de l'azote, par exemple, et du phosphore, je peux vous parler de la Bretagne, que je connais bien. 80% de l'azote qu'on retrouve dans la rivière en Bretagne est de l'azote agricole. Donc, il ne faudrait quand même pas se tromper de cible non plus. Et faire payer des investissements très coûteux à des collectivités pour une efficacité qui serait à évaluer. Bon. Moi, je pense aujourd'hui, et quand on veut, on peut, et même en Bretagne, vous voyez, on est sorti des contentieux européens sur les nitrates. Donc, avec les agriculteurs et pas contre eux. Donc, on sait faire. Donc, quand on veut, quand on se met en dynamique de résultats et de progrès, on peut y arriver. Moi, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est finalement l'aspect financier. Vous m'avez demandé d'intervenir, Monsieur le Président, au titre du Cercle français sur l'eau, qui vient de mener une étude sur le coût de le financement de la politique publique de l'eau en France. Et ça, c'est intéressant, parce que finalement, l'histoire de l'eau potable en France, c'est l'histoire du financement de l'eau en France, c'est l'histoire de l'eau potable. Parce que je vous rappelle que les redevances sont calculées sur les facturations de tout à chacun. Depuis un certain nombre d'années, on a considéré que les agences de l'eau avaient beaucoup d'argent, que tout était fait, et que donc on pouvait prendre dans la caisse, si je puis dire. On nous a demandé de payer la biodiversité, on nous a demandé de payer les mesures agri-environnementales et climatiques en lieu et place du ministère de l'Agriculture. Enfin bref, aujourd'hui, on se rend compte que non seulement face au dérèglement climatique, les problèmes du petit cycle de l'eau ne sont pas clos et que les investissements vont être gigantesques. Et on s'aperçoit en plus qu'avec le dérèglement climatique, les choses vont s'aggraver, comme vous l'avez fort bien dit. Et on nous demande en plus de financer le grand cycle de l'eau. Tout ceci avec la même recette qui se base sur les redevances. Et là, ça ne peut plus tenir. Donc je pense qu'il est temps qu'on réfléchisse collectivement à préserver l'argent du petit cycle pour la DRU2 notamment. Et vous montrez ici aujourd'hui que les investissements sont considérables et c'est quand même le consommateur qui paye. Et il faut qu'on réfléchisse, notamment pour ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir les micropolluants, oui, à des recettes supplémentaires. Alors justement, puisqu'il y a de l'argent dans les caisses, si j'ai bien compris, hein, je vais vous passer la parole, Sandrine Rocard. Non, mais sans plaisanter, dans les grosses agglomérations, je crois que un des sujets qui reste important, et vous avez commencé à en parler, c'est celui du phosphore, de l'azote. Ça, c'est là-dessus qu'il va falloir que les efforts portent avant de porter sur les micropolluants notamment. Alors, je dirais pas avant de porter. Si on essaie de voir les gros volumes financiers qui sont devant nous pour mettre en œuvre la DRU2, moi j'identifie deux gros postes. Il y a effectivement le fait que le traitement de l'azote et du phosphore doit être plus poussé. Alors, le sujet est surtout autour de l'azote plus que du phosphore. Alors, on s'est essayé un petit exercice pour voir ce que ça pourrait donner sur le bassin, alors qui vaut ce qu'il vaut. Hein, mais en fait, il y a des obligations pour toutes les agglomérations de plus de 10 000 habitants qui sont en zone sensible à l'eutrophisation, mais ça c'est tout le bassin Seine-Normandie, donc c'est assez vite vu, de s'équiper pour le traitement de l'azote et du phosphore. Donc ça c'est fait. Au sein du bassin, je pense qu'on est tout à fait conforme du point de vue des équipements qui sont en place. Après, il y a ces exigences qui sont plus fortes, hein, monsieur Rocher l'a dit, sur le traitement l'abattement de l'azote et du phosphore. Et si on regarde les données de fonctionnement aujourd'hui des stations d'épuration du bassin, on se rend compte qu'aucune ne pourra respecter à la fois les exigences sur l'azote et le phosphore telles qu'elles sont dans la DRU2.
Donc ça aura un double impact sur la conduite, sur l'exploitation, sur les coûts d'exploitation, la conduite plus intensive, je dirais, des traitements, plus de réactifs, plus d'énergie utilisée, etc. Donc ça, on imagine que ça pourrait augmenter de 30 à 50% les coûts d'exploitation des stations. Et puis ça aura un impact en termes d'investissement parce que pour certaines stations, les ouvrages en place ne suffiront pas. Il faudra des nouvelles files de traitement ou une modernisation un peu lourde des installations. Et donc, en prenant une hypothèse que à peu près 60% des stations devraient faire des investissements supplémentaires et que, en ayant des références techniques qui sont des coûts unitaires finalement de ce que coûtent ces modernisations, on en a beaucoup puisqu'on a beaucoup aidé par le passé ce type d'installation. On imagine qu'il pourrait y avoir jusqu'à 1,6 milliard d'euros. Alors voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais on doit mouiller 1,6 milliard d'euros d'investissement juste sur cette partie-là. Et on sait dire quelle est la proportion des infrastructures qu'il faudrait modifier? Non, à l'heure actuelle, non. Non, bien sûr que non. À l'heure actuelle, non. Ce qu'il faut faire, c'est un état des lieux du fonctionnement des stations, comparer les performances actuelles avec les performances qu'on attend à terme et voir comment les investissements se feront. Mais de toute façon, ça, c'est un chantier national. Alors, ça devra être fait bassin par bassin, mais aussi au niveau national, puisque la DRU, en plus, a des échéances. Il y a une trajectoire pour atteindre tous ces traitements à une échéance donnée, donc en 2039 ou en 2045, mais avec des échéances intermédiaires, avec un pourcentage de stations qui devront respecter ces performances. Et on a bien compris que l'exemple du bassin francilien est évidemment un exemple moteur, un exemple leader. Oui, alors je ne sais pas s'il faut le citer en exemple, mais en tout cas, la contribution du bassin sera extrêmement significative. Et donc, dans la programmation nationale qui sera faite des investissements, la place du SIAP est majeure. Je vous invite à réagir. On est dans un échange, donc n'hésitez pas si vous voulez rajouter quelque chose, François-Marie Didier. Non, déjà dire que l'Adriat, on ne la considère pas comme la police au SIAP, c'est notre partenaire. C'est important parce que on met en place C'était un petit on les appelle comme ça, mais c'est vrai que c'est la police de l'eau. Mais nous, on les considère comme des partenaires. Je tenais à le dire parce que on a lancé un grand plan d'action en matière de sécurité sur toutes nos installations. On a commencé par les Yvelines, à la demande du préfet des Yvelines, il y a quelques mois. On va le faire sur l'ensemble de nos usines. Et ce plan d'action, il est bâti avec l'Adriat. Je tiens à le dire parce que c'est aussi une nouveauté de travailler de cette façon. Donc on espère, on le sait, que l'Adriat nous considère aussi comme un partenaire. Voilà. Et pour compléter les propos de Monsieur le Président, on est non seulement police de l'eau, mais aussi police des installations classées, les installations industrielles. Donc on leur demande plein de comptes sur plein de sujets. Mais c'est notre rôle pour préserver la sécurité. On adore vous répondre. Ça alors justement, puisque vous demandez plein de comptes sur plein de sujets, quels sont les points de vigilance que vous avez identifiés, sur lesquels il va falloir peut-être agir en priorité, puisqu'on parlait de calendrier de priorité, de diagnostic aussi, en aval par exemple, de la robustesse, peut-être des points sur la gestion des temps de pluie. Alors peut-être juste un premier point d'abord, il y a un point sur la sécurité industrielle dont a parlé le Président. Il y a eu un certain nombre par le passé d'accidents dans les usines. Il y a eu beaucoup d'échanges entre l'administration et le SIAP pour ça. Il y a un plan d'action qui a été construit par le SIAP, que l'administration a validé, qui est maintenant mis en œuvre, déroulé dans chacune des usines. Nous le suivons toujours de très près, donc on a beaucoup d'échanges là-dessus, mais voilà, ça se déroule de manière nominale, donc c'est très bien. Voilà, c'est pour la partie sécurité industrielle. Pour la partie traitement, épuration, donc plutôt le côté eau, donc on accompagne, des fois on est perçu comme challenger, un peu poil à gratter, mais on accompagne le SIAP dans, d'une part, le maintien dans la durée de sa performance, de sa conformité à la DRU 1. Donc on l'a dit, en 2024, tout le monde est conforme, mais le préfet l'a dit aussi, il y a dans les arrêtés, notamment pour Seine-Aval, des exigences accrues pour 2025 et 2026. Le SIAP s'est mis en ordre de bataille pour les atteindre, mais donc on suit ça. Et globalement, que ce soit DRU 1 ou la préparation de DRU 2, je rejoindrai Sandrine sur le fait que l'approche, elle doit être globale. Il faut traiter les améliorations de la performance tertiaire, le quaternaire, les émissions, le carbone, et peut-être une bonne idée sur un sujet. En fait, c'est une mauvaise idée, ce sera une impasse sur un autre sujet. Donc il faut quand même avoir l'ensemble de ces sujets-là en tête. Vision à 360. Voilà. On a un autre point d'attention où on y revient régulièrement à la Adriat. Peut-être on paraît un peu monomaniaque, mais enfin, c'est un point sur
la capacité du SIAP à programmer toutes ces interventions d'amélioration de ces infrastructures et de maintenance, de renouvellement de ces infrastructures actuelles qui, pour certaines, vieillissent, et la capacité en même temps, au quotidien, à avoir une performance d'assainissement pour l'agglomération qui soit satisfaisante. C'est comme quand on dit pendant le chantier, la vente continue. Eh bien, il y a assez souvent des chantiers sur les usines du SIAP et on a un enjeu à ce que, et puis il va y en avoir beaucoup pour l'application de la DRU2, on a un enjeu que ces programmations de maintenance ou de nouvelles infrastructures soient calées en permettant quand même au quotidien une performance suffisante pour les franciliens et puis pour le milieu récepteur. Et puis le dernier point sur lequel peut-être on était moins présent à la DRIAD par le passé, mais on est à la disposition du SIAP pour travailler avec eux, et c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui, le président l'a dit, c'est un sujet collectif. Et donc le SIAP, il a en responsabilité un certain nombre d'installations, un réseau, mais il y a aussi des choses qui se font à l'amont sur le bassin de collecte. Et là, en fait, tout ce qui se fera positivement sur le bassin de collecte, ça facilitera le travail du SIAP pour l'atteinte des performances. Voilà. Et donc là, on est sur les histoires de désimperméabilisation du bassin d'appro, de correction des mauvais branchements. Le préfet l'a dit, on a une grande réussite sur les JO, c'est qu'on a corrigé beaucoup de mauvais branchements, mais tous ceux qui impactaient directement les baignades. Mais il y a d'autres mauvais branchements qui envoient de l'eau au SIAP, alors que peut-être ils ne devraient pas en envoyer. Là, il y a pas mal de choses à faire sur tout le territoire de collecte. Et là, c'est un travail collectif sur lequel on se tient à la disposition du SIAP pour travailler avec les maîtres d'ouvrage. C'est quelque chose qu'on entend depuis le démarrage de cet échange, cette notion de collectif, de travail, de co-construction finalement, des travaux qui viennent, et de difficultés supplémentaires, parce que plus les travaux sont engagés et plus la marche finalement à franchir s'éloigne, parce qu'on met de nouvelles réglementations. Donc il y a des difficultés supplémentaires, en tout cas, qui viennent s'ajouter, François-Marie Didier. Je crois qu'on est prêt à... Alors ça va être... Le chemin est long, hein, il y a beaucoup de choses à faire, mais elles sont présentes dans la salle, on compte là-dessus sur les entreprises. C'est eux qui construisent nos usines, c'est eux qui font nos travaux. Donc je prends le point, mais c'est pour vous, hein, messieurs les présidents et directeurs d'entreprise. Non, évidemment, je crois qu'on y arrivera. Quand je parlais tout à l'heure d'une transposition réaliste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Sandrine Rocard l'a dit, on va demain nous demander d'être plus performants, donc ça veut dire qu'on va consommer davantage d'énergie, et en même temps on nous demande d'être autosuffisant en 2045. Le SIAP, on est le premier producteur de biogaz issu de nos stations d'épuration en France, et on n'est pas autosuffisant. Et on n'y arrivera pas, en fait, parce qu'on ne pourra pas en produire davantage, ça va être très compliqué. Donc là aussi, on aura besoin, dans un travail collectif, que demain, nos nouvelles installations, elles consomment moins d'énergie. Et donc ça, ce n'est pas nous qui allons le faire. On va le demander dans les marchés que nous allons transposer. Donc il faut aussi que nos entreprises le sachent pour qu'elles mettent en place des systèmes de recherche, de développement qui nous permettront de cocher toutes les cases de la DRU2 et de réaliser ce qui doit être fait. Le préfet de région l'a dit en introduction, le SIAP doit être la locomotive, le moteur, le leader. On est tout à fait capable de le faire, mais tout ça, on ne peut pas le faire tout seul. Et donc, on doit aussi expliquer à l'agence de l'eau, voilà, nous, on a besoin de subventions là-dessus, et peut-être avoir des dérogations parfois. Et Sandrine Rocard est aussi une personne d'action et de dialogue, puisque c'est mon maître mot ce matin. Donc on arrive à discuter sur tous les enjeux, et donc on essaie de se comprendre, mais on doit aussi pouvoir expliquer à nos entreprises, écoutez, voilà, nous, notre priorité c'est celle-là, ils doivent l'entendre et nous dire ça on pourra faire, ça on pourra pas faire, et être dans ces échanges-là. Voilà. Donc on a aussi clairement un sujet de financement. Thierry Burlot, alors vous avez déjà commencé à l'évoquer en parlant du petit cycle et du grand cycle de l'eau. Je pense que c'est aussi ça qui est derrière, c'est qu'est-ce qu'on finance et comment on le finance. Oui, encore une fois, moi je veux vraiment vous féliciter parce qu'il faut insister sur le collectif. On a besoin de l'État, on a besoin d'agences, on a besoin de collectivités, d'entreprises, et tout ça vous l'avez ici. Et ça c'est un point extrêmement fort. Maintenant, il faut réussir le pari. Et réussir le pari, c'est aussi être en capacité de financer tout cela. Et lorsque j'ai dit qu'on avait fragilisé les agences de l'eau, on est en train de les fragiliser. Et ça devrait tous nous inquiéter.
Et aujourd'hui, on doit faire face à des nouveaux polluants, si je puis dire. On parle de PFAS, on parle de tous ces sujets-là. Est-ce que c'est à l'eau potable de payer les conséquences de ces mauvais usages, si je puis dire? Ou à l'assainissement, bien sûr. Hein. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc aujourd'hui, il faut essayer d'imaginer de nouveaux systèmes. Et la responsabilité élargie des producteurs, par exemple, peut être une vraie réponse. Ouais. C'est prévu dans la Oui. DRU2. Hein. Tout à fait. Il y a effectivement, c'est prévoit que la cible est que cette responsabilité élargie des producteurs finance 80% des traitements des micropolluants. C'est quelque chose qui est complètement à construire. Et donc, dans les groupes de travail nationaux qui travaillent, peut-être pas aujourd'hui, mais en ce moment, cette année, il y a toute une thématique consacrée à cette responsabilité élargie des producteurs. C'est prévu, mais pour l'instant, il y a une levée de bouclier, si j'ai bien compris. Les producteurs, les industriels producteurs des molécules en question, aujourd'hui ne sont pas sollicités pour contribuer. Pollueur-payeur. Donc ils voient le sujet d'un œil différent d'une autre. L'argument étant de dire qu'il n'y a pas que les polluants issus de l'industrie pharmaceutique et cosmétique qui génèrent des micropolluants, mais d'autres industries aussi. Ouais. Il faudra expliquer aux Français que leur facture d'eau va être multipliée par 2. Si on n'a pas ce système, si ce système n'est pas mis en place. Donc, dans le contexte politique actuel, dans l'augmentation des taxes, quelles qu'elles soient, il n'y a pas de solution miracle en fait. Donc, soit on l'explique, et donc on doit. C'est pour ça que moi, la question d'être autosuffisant en énergie, je pense que c'est pas un sujet pour le monde de l'assainissement. Nous, on produit de l'énergie, mais pour notre propre consommation. On ne va pas remplacer une centrale nucléaire ou je ne sais quoi. Donc ça, moi, c'est un sujet c'est celui que je trouve le moins réalisable. Sur le phosphore, sur l'azote, sur le traitement, on y arrivera. On saura rajouter un process sur nos usines, ça j'y crois. Mais ce sujet d'énergie, qui est un sujet quand même très compliqué depuis quelques années pour les Français, qui ont vu aussi leur facture d'énergie augmenter, il ne faut pas le prendre à la légère. Et donc mettre en place une taxe pollueur-payeur, comme dans le monde des déchets avec la REP, on voit que c'est quand même compliqué dans le monde des déchets. Donc y arriver sur le monde de l'eau, tout le monde se dira c'est pas moi. Sauf que le SIAP, nous, on est l'exutoire de tout ça. Et donc, in fine, c'est nous qui devrons assumer le fait que quand on rejette de l'eau, il n'y a plus de PFAS ou de micropolluants ou de microplastiques ou je ne sais quoi. C'est ce que j'appelle de mes voeux. Mais il faut pouvoir le financer et que ce soit acceptable par les Français. Thierry Burlot. Oui, juste pour compléter, pour dire que le Premier ministre, on a du mal à suivre en ce moment, mais nos premiers ministres avaient engagé une réflexion sur une grande conférence nationale sur l'eau. Je crois qu'il faut s'en saisir. Et moi, je lance un appel au SIAP pour participer à ces travaux parce que c'est important qu'on puisse faire des propositions sur le financement de la politique publique de l'eau en France. Ça tombe bien, je crois que c'est la semaine prochaine. Oui, c'est la semaine prochaine pour le bassin. Voilà. Et je pense que c'est très important qu'on réfléchisse collectivement. Il y a, pour moi, à sauvegarder le financement du petit cycle, qui doit servir en priorité à l'eau potable et à l'assainissement. Et pour le grand cycle, il faut imaginer des mécanismes nouveaux. Je pense que la responsabilité élargie des producteurs pour un certain nombre de produits, c'est une bonne réponse. Mais je souhaiterais, moi, que ça soit organisé par les pouvoirs publics et notamment concentré par les agences de l'eau, qui sont quand même des opérateurs reconnus aujourd'hui en France. Je pense aussi qu'il faut qu'on soit attentif à ce qui se passe à l'Europe. La France est très mauvais élève sur le sujet. On est incapable d'aller chercher de l'argent à l'Union européenne. Incapable. Aujourd'hui, ça représente moins de 1% des contributions financières de la politique publique de l'eau en France, en comprenant les ultramarins. Donc je pense que collectivement, il faut qu'on fasse des propositions dans le cadre de cette conférence pour qu'ensemble, on soit à la hauteur des enjeux qui nous sont posés. Et je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président, le prix de l'eau en France mérite une vraie interrogation de notre part à tous. Parce que quand on compare le prix de l'eau à un abonnement Netflix ou je ne sais quoi, on doit quand même se poser un certain nombre de questions. Parce que le sujet quand même, et la chance qu'on en a aujourd'hui dans ce pays, c'est pouvoir ouvrir le robinet et disposer d'une eau potable, de qualité, en quantité. Et ça, c'est quand même un sacré pari. Et je ne suis pas sûr qu'on soit à la hauteur du prix de l'eau aujourd'hui tel qu'il est pratiqué dans notre pays.
Je vois le temps filer. Je voudrais vous interroger tous sur un point que vous avez commencé à soulever, Sandrine Rocard, c'est le calendrier. Parce qu'on a des échéances assez lointaines, mais il va falloir transposer rapidement, il va falloir agir. Donc ce calendrier, par quel bout on le prend, si j'ose dire, pour que tout le monde soit en face et que ce travail collectif dont vient de parler Thierry Burlot, il puisse se faire. Bien, commencer à répondre. Il y a une question de méthode. Il faut se mettre autour de la table, faire un état des lieux de nos capacités épuratoires, leurs performances aujourd'hui. Et puis après, se dire comment programmer les travaux. Parce qu'il s'agit de ça. Donc ça va être sur 20 ans, au moins 20 ans. Avec des critères de priorisation à se donner, à discuter aussi. Les critères en soi sont importants. Il me semble que l'un des premiers critères, ça va être l'effet de tous ces travaux qu'on va programmer, enfin que les collectivités vont programmer sur le milieu naturel. C'est quand même pour ça qu'on fait tout ça initialement. Mais il faudra prendre en compte aussi la capacité technique, la capacité financière des collectivités qui devront mettre en œuvre tout ça. Voilà, donc un gros point de méthode et un vaste programme qui est devant nous et qui sera orchestré au niveau national, mais avec un travail par bassin important à faire. Et puis sur le calendrier, la directive pose un certain nombre, pour certains objectifs, un calendrier avec tant de stations, un pourcentage de stations qui doivent être à l'heure à telle date, à telle date, à telle date. Bon, le SIAP, c'est que 6 stations, mais c'est 6 stations majeures. Il faut qu'elles s'insèrent dans ce calendrier national. Et puis, il y a peut-être certains sujets comme le SIAP, c'est quand même le SIAP et les entreprises qui travaillent pour lui, c'est beaucoup d'ingénierie. Il y a peut-être certains sujets sur lesquels le SIAP peut expérimenter, innover, tester des sujets qui serviront ensuite dans ces autres usines et dans les usines du bassin et de faire un POC en voilà, c'est ça. Et donc probablement c'est plus facile pour une structure telle que le SIAP d'innover sur certains sujets qu'une petite station. Pour autant, des fois, quand on est plus gros, les sujets sont plus compliqués. Mais on pourrait légitimement attendre du SIAP qu'il innove sur certains sujets, que du coup il ne les passe pas en 2044 parce que les autres n'auront pas le temps de les appliquer. Mais voilà, il faut un calendrier qu'on se partage les critères, qu'on se partage sur mesure aussi pour le SIAP. Tout à fait. Ouais. Par son statut un peu particulier. Tout à fait. Le préfet l'a dit, si le SIAP réussit, le bassin Seine-Normandie réussira, la France réussira. Si le SIAP se plante, le bassin Seine-Normandie se plantera, la France se plantera. Voilà, donc on est tous dans le même bateau. Grosse pression du coup, François-Marie Didier. Non, mais je le redis, on y arrivera. C'est vraiment l'objectif de cette matinée. On va démontrer qu'on saura travailler ensemble. On l'a démontré par le passé. Donc je n'ai pas vraiment d'inquiétude là-dessus, mais il faut qu'on soit réaliste. Et pour ça, il faut se mettre autour d'une table. Et c'est ce qui est prévu avec ces conférences, qui ont pris un peu de temps. Mais bon, le calendrier politique a perturbé les choses. Voilà, cette question de gouvernance de l'eau, c'est un point vraiment majeur. La gouvernance, financement, c'est... Voilà. La technique, très franchement, on y arrivera. On est les meilleurs en France, depuis 150 ans en matière d'eau. Voilà. Peut-être un tout petit point supplémentaire. Il y a un intérêt peut-être pour certaines collectivités à anticiper les choses au maximum et faire attention à bien lisser les investissements sur ces 20 ans, qu'on ne se retrouve pas avec un pic d'investissement à un moment pour lequel l'Agence de l'eau aura peut-être du mal à suivre, parce que ce sera quand même le principal financeur de tout ça. Et donc essayer d'anticiper. Alors nous, dans le cadre de notre 12e programme d'intervention 2025-2030, pour l'instant, on ne finance évidemment pas d'action au titre de la DRU2, mais dès la révision à mi-parcours, on se mettra en position de éventuellement financer avec des taux intéressants les premières collectivités qui partiront, qui investiront. Enfin voilà, il y a un enjeu, me semble-t-il, à bien lisser les investissements et anticiper autant que possible. Thierry Burlot, et ce sera le mot de la fin avant de prendre les questions. Un micro va circuler. Oui, moi je partage évidemment tout ce qui a été dit là. Mais je voudrais rajouter un point, c'est qu'on va sortir un l'état des masses d'eau là dans quelques semaines. Et il n'est pas bon. Pour la première fois, on va reculer. Donc il va falloir expliquer qu'on doit mettre beaucoup d'argent, qu'on a déjà mis beaucoup d'argent et que l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Tout simplement parce qu'on rajoute des paramètres. Bon. Et donc ça, c'est difficile à expliquer à nos concitoyens. Donc, je pense que ça aussi, ça passe par du collectif dans l'explication. Parce que si on engage la polémique là-dessus, on est sûr qu'on va tous aller à l'échec. Voilà. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est, moi, je crois beaucoup dans le contrat de confiance avec les territoires. Je crois beaucoup dans ça.
et on contractualise ensemble avec la Banque des Territoires, avec l'Agence de l'eau, avec la région, avec le département, enfin avec le maximum de partenaires pour que collectivement on avance. Merci beaucoup. Merci. Ne bougez pas. On va, si vous le voulez bien, prendre une série de questions pendant les 10 minutes qui viennent. Je suppose qu'il y en a dans la salle. Je vois déjà des mains se lever. Monsieur devant, si on peut faire passer un micro, je vais vous demander à chaque fois de vous lever, de vous présenter une fois que vous aurez le micro en main. Monsieur au deuxième rang. Merci. Oui, bonjour à tous. Stéphane Sodo, moi je travaille dans le monde du financement des PME, ETI, dans le monde de l'énergie et de l'environnement. D'ailleurs, en tant que non-spécialiste, je voudrais vous remercier au nom de tous les non-spécialistes, parce que vous avez parlé de pédagogie et c'est assez réussi. J'ai presque tout compris, presque. Et en tant que non-spécialiste, je vais vous poser une question un peu société civile, mais vous l'avez tous un peu dit en filigrane, la situation politique n'est pas très stable. Il y a des échéances politiques qui arrivent, les municipales et la présidentielle. Et donc, comment ce plan, qui, d'un œil de non-spécialiste, semble performant, ambitieux, tient le cap voilà, dans les actualités à venir? Je crois que la question est pour vous, François. Bon, clairement, en gros, est-ce que ce qu'on présente là, ça se fera? Je crois que, quelle que soit la situation politique, le SIAP continuera. Mes prédécesseurs n'étaient pas... Enfin, moi, vous le savez, je suis élu. C'est toute la particularité du SIAP. On est à la fois une collectivité, un service public et une industrie. Bon. Et à la tête du SIAP, il y a un élu. Mon prédécesseur n'avait pas les mêmes couleurs politiques que moi, et pourtant le SIAP a continué. Et donc ça, je dis, il n'y a pas d'inquiétude. Je le disais avec un trait d'humour dans mon discours tout à l'heure d'introduction, il n'y a pas de station d'épuration de droite ou de gauche. Voilà, on a en tout cas des réglementations à respecter, une police de l'eau très exigeante, même si nous les considérons comme des partenaires. Et donc tous ces investissements, ils ont quand même été préparés par une administration, des ingénieurs qui connaissent cette belle maison qu'est le SIAP. Et donc ces investissements, ils se feront. Et je vais même vous dire, avec la DRU2, on va devoir peut-être arbitrer certains ou en faire d'autres, en rajouter. Mais ça, tout ça, ce sera les discussions qu'on a de façon collective. Et ce plan pluriannuel, de toute façon, il est revu chaque année au moment du budget, je le disais tout à l'heure. Donc il sera réinterrogé, mais dans les grandes lignes, il sera évidemment fait. Et puis moi, je ne peux pas vous annoncer qu'on veut être transparent vis-à-vis de vous pour que tout le monde puisse se préparer, à commencer par l'Agence de l'eau qui prépare à sortir le chéquier, ainsi que la Banque des Territoires, sur nos grandes opérations et ne pas les réaliser. Voilà. Donc je crois que tout ça est issu aussi quand même d'un travail beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Tout n'a pas été engagé sur les 6 derniers mois. C'est une continuité. Ces investissements, ils sont aussi le fruit de l'histoire du SIAP. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent? Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, Jean-Emmanuel Gilbert à Coissé. Donc c'est une question, j'ai bien compris qu'au niveau du programme d'investissement, ça portait beaucoup, et c'est normal, on est invité par le SIAP ce matin, sur la partie traitement en fait, donc un peu les conséquences. Mais d'un point de vue politique, et éventuellement même de la part du SIAP, y a-t-il aussi des actions sur des actions sur les causes racines, c'est-à-dire à la fois réduire les micropolluants notamment, mais ça peut être aussi les charges, par exemple, d'azote et de phosphore, au niveau des usagers. Alors pas simplement la population générale, mais des usagers qui peuvent être professionnels. On peut penser à des hôpitaux, des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est une stratégie aussi pour aller voir un peu plus loin par rapport à la protection des milieux naturels? Et on a vu effectivement que les masses d'eau, pour le moment, c'est en train de se dégrader. Quels sont les plans et les stratégies en fait sur l'action sur les causes racines, c'est-à-dire en fait au niveau des émetteurs? Oui, Thierry Burlot, vous disiez, je crois, dans les discussions qu'on a eues précédemment, finalement, nos fleuves sont les marqueurs de nos dysfonctionnements et la nature nous rend ce qu'on lui donne. Hein, donc, complètement, il faut parce agir en amont. que quand il pleut encore, l'eau, elle est de qualité. Donc si elle arrive dans nos estuaires, après avoir traversé nos fleuves, nos nappes phréatiques et qu'elle est dégradée, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé à terre, comme on dit. Hein. Donc oui, c'est vrai que... Donc ce travail, effectivement, il est nécessaire. Mais c'est ce qui me rend optimiste, parce qu'on se rend compte quand même que quand on investit sur ces sujets, on a des résultats. Maintenant, il faut essayer
c'était un peu le début de mon propos tout à l'heure, de faire de l'efficacité financière et de l'efficacité environnementale en même temps. C'est tout le défi. Et on sait faire des choses. Et l'eau, vous voyez, c'est une question d'équilibre. On peut faire la guerre autour de l'eau. Mais on peut faire la paix aussi. Avec nos agriculteurs, avec nos industriels, avec nos collectivités. Donc c'est comment on construit cette paix civile autour de ce sujet majeur. Parce que sans eau, pas de développement économique. Sans eau, pas d'urbanisation. Sans eau, pas de santé publique. Sans eau, pas de biodiversité. Donc c'est un bien commun qu'il nous faut absolument préserver et gérer collectivement. Monsieur, prenez l'exemple, Valérie Belle-Rose, des hôpitaux, par exemple. Effectivement, le SIAP peut faire tous les efforts. Si les efforts ne sont pas faits en amont, si les efforts ne portent pas sur tous les points de vigilance, finalement, voilà, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pas complètement quand même, mais on essaye de... plus on le traite à l'amont, à la source, moins le SIAP moins on aura a le traité à la... Alors en fait, on a certaines installations qui rejettent des produits particuliers ou en quantité plus importante qui, elles, sont soumises à des normes environnementales. Je dis, c'est notre haute casquette de police des installations industrielles. Quand vous êtes dans certains seuils, vous avez aussi des gros dossiers à produire pour montrer que vous gérez correctement vos rejets. Donc ça, c'est... Voilà, ce n'est pas le public qui est dans la salle aujourd'hui, mais je pense qu'il serait là, il ne nous dirait pas que les normes environnementales vont à la baisse, elles sont plutôt croissantes et il y a régulièrement de nouvelles molécules qui sont suivies, voilà, des exigences croissantes. Après, au-delà de ces installations qui sont suivies parce qu'elles sont des grosses ou elles rejettent des produits particuliers, il y a tous les usages industriels, de la santé, de nous, tout un chacun. Et là, c'est plutôt des actions de... Alors, il y a certains produits qui deviennent interdits, là, mais pour les produits qui sont autorisés, là, c'est plutôt de la sensibilisation des usages. Est-ce que quand vous avez l'habitude d'utiliser un produit dans lequel il y a telle molécule dont on sait qu'on la retrouve après dans les stations d'épuration et même qu'on la retrouve dans les cours d'eau, est-ce qu'on a une alternative avec un produit qui rendrait l'usage attendu, mais qui aurait un profil environnemental ou éco-toxicologique plus avantageux. Et donc là, c'est un travail de long terme dans chaque filière, j'allais dire industrielle, économique, y compris auprès du grand public. Ouais, c'est de la pédagogie, en voilà. fait.